Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo où cette fois on va vous parler d'animes et on va vous présenter, ou on va revenir sur 5 animes qu'on a vus et qu'on a aimés. Ou pas d'ailleurs, on verra, hein, en fonction des différents animes. Je suis avec Greg, bien évidemment. Comment vas-tu, mon cher Greg? Ça va très bien, mon cher ami. Et on va commencer tout de suite mon avec Sasuke, je suis ton Naruto. Nous Alors, allons parler on va faire dans d'anime ce soir. l'originalité un peu sur les 5 animes, puisque d'habitude c'est toi l'expert en anime, et je le reconnais bien. Je suis pas volontiers. du tout un Sauf expert que en anime, cette mais fois- je les aime d'amour complet. Alors cette fois, moi j'en ai vu aussi, figure-toi, des animes que tu n'as pas vu, des animes américains, et je vais en parler aussi. Donc je vais présenter 2 animes dans cette vidéo, toi 3, et tu commences tout de suite par ton premier anime. C'est quoi? Alors, mon premier anime, et là c'est la surprise pour Oupi, parce que du coup, je ne lui ai pas dit où c'était. Et donc, le premier anime dont je vais vous parler, et attention, on est sur du très très lourd, c'est Starting Life in Another World. Alors là, vous vous dites, ça part mal, le titre est pourri. Et c'est vrai, vous aurez peut-être raison, le titre n'était pas le plus réussi de la série, mais c'est pas grave, ne jugez pas un anime sur son titre. C'est quelque chose de très important. Et donc, qu'est-ce que 2.0 Starting Life in Another World? Eh bien, en fait, vous savez, parfois, les animes, on sent que c'est des trucs qui ont été pitchés et validés par des businessmen. Donc, c'est un garçon qui est téléporté dans un monde d'Heroic Fantasy. Donc, Isekai classique. Vraiment une série, Isekai total. Donc, un héros qui est donc un lycéen qui arrive dans un monde d'Heroic Fantasy. Il est débarqué, il ne sait pas pourquoi ni comment il est là. Donc, on est plutôt sur de la base. Et il se trouve que son pouvoir, c'est quand il meurt, il remonte le temps à un certain moment. Et donc, c'est un Isekai, un jour sans fin. Et là, vous vous dites, il n'y a pas vraiment un bon titre. Et le pitch, Greg, t'as déjà fait mieux. C'est pas faux. Il faut être honnête parfois, il faut être dans l'autocritique. On a déjà fait des meilleurs pitchs. Mais c'est incroyablement bien. Et donc là, on va rentrer dans le dur. C'est incroyablement bien. En fait, le truc, c'est que, et c'est là tout le catch, c'est que le personnage, c'est un personnage, c'est pas un super-héros, c'est pas un héros classique, c'est un héros complètement, enfin, c'est un lycéen complètement normal. Et le truc, c'est qu'il a beau se rendre compte que s'il meurt, il va revenir dans le temps. En fait, il en souffre. La mort est extrêmement douloureuse, extrêmement traumatisante, et du coup c'est le dernier truc qu'il veut faire, c'est-à-dire que il va pas aller se dire c'est super, je vais découvrir qu'est-ce qui se passe quand je cours en pyjama dans les rues, parce qu'en fait il sait très bien, en fait il ne sait jamais quand est-ce qu'il va remonter dans le temps. Est-ce que ça va être il y a quelques secondes ou il y a plusieurs jours? Donc déjà, ça crée une vraie incertitude. Mais en plus, il ne veut pas souffrir le martyre et vivre cette impression que son esprit se fracasse via la mort. Et donc, et à part ça, il n'a pas de pouvoir. À part ça, c'est vraiment un gars complètement normal, mais qui est balancé dans un monde où tout le monde a des magiciens incroyables, des super pouvoirs incroyables. Et il se trouve qu'il tombe amoureux complet au premier regard d'une fille qui l'aide sans trop le savoir. Et donc lui, il est vraiment totalement amoureux. C'est une espèce de truc, il était paumé dans sa vie et là d'un seul coup, il vient de trouver une espèce de vérité. Et en fait, eh bien, le problème c'est qu'elle a tendance à tout le temps mourir. Et à mourir de manière extrêmement violente devant lui. Et donc, il va essayer de la sauver. Et en fait, il y a plein de fois, et c'est là où le scénario est très bien écrit, c'est qu'en fait, on va avoir 4-5 épisodes qui vont être sur une boucle. Et en fait, il va en permanence essayer de la sauver. Et à chaque fois, ça va peut-être être de pire en pire. Il va se faire des amis. Et en fait, c'est ses amis qui vont mourir de manière extrêmement violente. Et le truc, c'est que du coup, il a l'impression, ce personnage, d'être vraiment piégé littéralement dans une boucle de châtiment psychologique qui lui est fait. Et la série qui a l'air sympathique et joyeuse et tout sur les premiers abords, en fait le personnage au bout d'un certain nombre d'épisodes il est fondamentalement fracassé psychologiquement et on sent vraiment que le personnage rentre dans une folie en fait, de voir les gens qu'il aime
comme ça se faire tuer, que lui ne puisse rien faire parce qu'il n'a pas de pouvoir, c'est juste atroce et il en devient fou. Et du coup, je vous laisse découvrir la série. Et la série, elle est vraiment étonnante. Elle est vraiment étonnante de plein de manières différentes. Elle est étonnante parce qu'il y a des personnages qui sont extrêmement secondaires pendant des épisodes et des épisodes et des épisodes. Et en fait, il va y avoir une boucle où en fait, peut-être que la solution, ça va être de comprendre et de se rapprocher d'un personnage. Et en fait, on va s'attacher énormément à ce personnage. On va se rendre compte qu'il a eu des dramas, qu'il s'est passé des choses dans sa vie. Et ça va créer un attachement pour un personnage qui va être hyper important. Et même on sent que le héros parfois peut se dire mais en fait je suis en train de tomber amoureux en fait d'une autre personne. Et en fait la boucle se finit et en fait le personnage il l'a jamais rencontré en fait. Et c'est juste c'est vraiment dans des vieux pots qu'est fait une très très bonne soupe. Et c'est pas et quand je dis soupe, je suis même triste d'avoir dit ce mot-là. Et fait une extrêmement bonne recette. C'est vraiment très réussi. La saison 1, elle crève l'écran. Et vraiment, surtout la deuxième, enfin le milieu et fin de la série, elle crève l'écran. Et j'avais. Enfin, vraiment, j'avais presque pas vécu des trucs aussi forts que ça depuis l'attaque des Titans saison 1. Enfin, c'est émotionnellement, quels que soient les trucs qui se passent, la série, elle est vraiment, elle va un peu partout, parfois sur des blagues un peu enfantines, parfois vraiment sur un peu de l'horreur. Et c'est vraiment émotionnellement. Le personnage principal, dans ses mini-mimiques, on sait tout le temps ce qu'il pense. Enfin, le studio a extrêmement bien animé ça. Enfin, vraiment, c'est une grosse découverte. J'en attendais rien du tout. J'ai juste essayé de regarder sur les différentes plateformes quelles étaient les nouveautés. Et vraiment, enfin, ReZero, c'est extrêmement bien. Donc là, on est sur la saison 2. Une mention spéciale pour le personnage de Rem qui est réussi, mais à en briser le cœur sur certains épisodes. Enfin, vraiment une série coup de poing, une série qui déstabilise par ses personnages. Si on s'arrête juste sur cette image, j'ai l'impression qu'on a vu cette image dans des milliers d'épisodes, de milliers d'animes. Et en fait, ces deux personnages sont hyper intéressants. Au premier abord, ils ont l'air caricaturaux et en fait c'est pas le cas. Enfin vraiment une série qui m'a touché, qui m'a marqué. ReZero, une série extrêmement réussie de ces dernières années et dont la diffusion est sur Crunchyroll pour ceux que ça intéresse. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse un petit peu, mon cher Kia? Un petit peu, ouais, un peu. Voilà, Pourquoi pas. mais vraiment une série très très des animes que tu m'avais conseillé dans les précédentes vidéos. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Moi, je vais tout de suite vous parler de mon anime. Alors, je vais être moins dithyrambique que toi, mais quand même très emballé. Alors moi, mes animes américains que j'aime bien suivre d'habitude, c'est plutôt de l'humour un peu trash comme Paradise PD. Bien évidemment, j'ai grandi avec South Park, que j'aime énormément. Là, récemment, j'avais vu Désenchanté. J'aurais pu vous parler de Duncanville. J'aurais pu vous parler de Star Trek Lower Decks. Ça, je le ferai probablement plus tard. Là, j'ai envie de vous parler d'autre chose parce que ça vient de sortir au moment où on enregistre la vidéo. C'est sorti le 4 mars 2021 sur Netflix. C'est l'adaptation en animé de Pacific Rim, alias Pacific Rim The Black, première saison composée malheureusement uniquement de 7 épisodes, format 24 minutes, créé par Craig Kyle et Greg Johnson. Guillermo del Toro n'est pas dans le coup. D'ailleurs, Guillermo del Toro qui a à plusieurs reprises expliqué qu'il n'y aurait pas de suite en film. Et ben la suite, on l'a en animé parce que, alors je contextualise un petit peu, Pacific Rim The Black, ça, alors déjà, c'est animation style japonaise, mais fait par des Américains. Mais ça a été fait par un studio japonais, j'ai une bêtise. Les créateurs sont américains, mais c'est fait par un studio japonais qui s'appelle Polygon, je ne sais plus quoi. Au niveau de l'histoire, ça se situe après un film qui n'existe pas, qui s'appelle Pacific Rim Uprising, très mauvais film. C'est vraiment la force de Pacific Rim The Black, c'est que déjà, c'est une vraie suite de l'univers Pacific Rim et ça reprend des éléments vus dans le 1,
des clins d'œil, ça ajoute des éléments du lore directement liés au film. Ça reprend également des idées qui avaient qui avaient commencé à germer dans le 1 et dans le 2, et ça les développe. On suit. L'idée, c'est quoi? C'est que après Uprising, il y a la fameuse Seconde Guerre contre les kaijus, et l'Australie est abandonnée aux kaijus, et tout le monde est évacué, et il y a quelques personnes qui malheureusement restent sur place, parmi eux un frère et une sœur, Taylor et Hayley, dont les parents étaient pilotes de Jaeger, et ils vont tomber sur un Jaeger et vivre des aventures pendant 7 épisodes en croisant différents personnages. Alors ce qui est réussi dans Pacific Rim The Black, c'est que déjà tous les personnages, je les ai trouvés réussis, intéressants, plutôt bien développés. On tombe pas trop dans le cliché, on s'ennuie pratiquement jamais. J'ai vu les 7 épisodes à la suite. Alors j'ai beaucoup aimé Pacific Rim premier du nom, mais j'étais très sceptique sur la suite, et Uprising j'ai détesté. Donc cet anime, quand je l'ai vu arriver, j'étais sur mes réserves, et je me suis dit qu'est-ce que tu vas me faire toi? Au final non, l'anime m'a vraiment intéressé. Après, il pousse vraiment le délire dans le développement de l'univers. Alors on s'éloigne, on va dire, pas de la cohérence, mais c'est un peu trop gros par rapport à ce qu'avait proposé Guillermo del Toro dans le premier. Par contre, ça reprend des éléments qu'on avait vus dans un jeu vidéo, ça reprend des éléments qu'on avait commencé à voir dans Uprising, sur le rôle notamment des humains et ce que les humains pouvaient faire avec des kaijus. Et puis, même si ça part un petit peu dans le what the fuck, moi j'ai vraiment adhéré, et j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc je vous conseille de regarder ce Pacific Rim The Black, de vous faire votre idée sur cet anime qui a déjà une saison 2 de prévue, et que j'ai hâte de voir arriver sur Netflix. Voilà. Est-ce que ça t'a donné un petit peu envie ou... Ouais, de regarder par curiosité au moins un épisode. Alors au niveau de la qualité de l'animation, je m'y connais pas assez en anime japonais. Moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Après il y a quand même quelques petits bémols. L'animation parfois manque de fluidité, et il y a un élément qui m'a un petit peu déçu, c'est que par exemple au niveau des kaijus, ils ont vraiment fait... tu vois, il n'y a pas l'originalité des kaijus et la diversité des kaijus qu'on pouvait avoir dans le premier. Globalement, c'est à peu près toujours la même tronche de kaijus. On n'en voit pas beaucoup en plus de différents. Alors par contre, il y a beaucoup de combats. Ça, ils sont assez généreux là-dedans. Un autre petit bémol aussi, mais ça, je pense que c'est une question de droit. Il n'y a pas la musique de Ramin Djawadi, donc celui qui a fait également la musique de Westworld et de Game of Thrones. Et ça, c'est dommage. Il avait fait la musique de Pacific Rim premier du nom, donc on n'a pas le thème, etc. Je pense que ça m'aurait vraiment mis davantage dans l'histoire. Après, j'ai un petit bémol, mais ça, c'est lié à tous les animes. C'est tout le temps des ados, des enfants, des ados, des enfants, des ados, des enfants, quoi. Il n'y a pas d'anime avec des adultes. Moi, j'aurais préféré qu'on reste un peu dans ce qu'avait proposé Pacific Rim 1 et 2, avec des adultes qui conduisent des Jaeger et qui vivent leurs aventures. Mais là, pour le coup, je trouve que c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais ça marche bien avec ce Taylor et Ellie, et puis Mia, et puis Boy, etc. Les autres personnages de l'anime, franchement, ça marche bien. Donc moi, j'ai vraiment très chouette surprise. Et plus tu vois le temps passe, plus j'apprécie l'anime. Voilà. Et bah ok, Allez, du je coup te propose de faire ton troisième. Enfin, le troisième qui est donc mon deuxième, et donc j'espère que vous avez suivi jusque là. Donc on va suivre, et alors là, attendez, je vais vraiment parler aux fans de super-héros, mais principalement aux fans de DC. Et oui, je vais parler de Batman La Relève. Alors Batman La Relève, Batman Beyond ou Batman 2000, donc une série d'animation qui a de moult noms. Et en fait, c'est une série qui est sortie en 1999. Alors, qu'est-ce que Batman La Relève? En fait, à l'époque, donc quand on se replonge en 1999, il y avait eu des séries d'animation qui avaient eu un très gros succès, et à raison, parce que vraiment très réussi. Il y a eu les nouvelles aventures de Batman qui ont vraiment relancé l'animation d'ici. Et après coup, ils en ont fait. Donc, il y avait à peu près au même moment, un petit peu après, est apparue donc l'animation sur Superman.
Superman et Metropolis, je crois que c'était un des noms. Puis après, donc c'était à la fois là ce que je suis en train de vous décrire, c'est à la fois historiquement comment les séries ont été produites, mais aussi l'histoire dans laquelle c'était développé était en fait successive. C'est-à-dire qu'on a eu d'abord les histoires qui se passaient dans Batman la Relève, puis ensuite on a eu la Justice League, donc qui d'un point de vue histoire se passait 5 ans après. Et Batman la Relève était censé se passer donc 20 ans après Batman, les nouvelles aventures de Batman. Et donc on est dans le futur. On est en 2019, donc on est censé être 20 ans dans le futur. Donc maintenant ça nous fait un peu marrer parce que on a l'impression qu'ils sont en 2250 tellement tout est devenu futuriste. Mais voilà, à l'époque ils imaginaient que l'avenir allait arriver très vite. Si on avait pu leur dire pas si vite Coco, j'ai envie de dire, je l'aurais fait. Mais du coup, donc, qu'est-ce qu'on est en train de suivre ? On est en train de suivre donc les aventures de Batman que tout le monde connaît, où il y avait eu la création de Harley Quinn, etc. Donc là, vous imaginez qu'on est 20 ans après. Du coup, Bruce Wayne a 70 ans. Alors, je pense qu'il y a eu une petite liberté au niveau de son âge, parce qu'il n'avait pas l'air d'avoir 50 ans pendant la Justice League, mais... Et donc du coup en fait donc on suit Bruce Wayne qui donc un vieux de 70 ans qui vit dans le manoir Bruce Wayne qui est qui est complètement délabré. Il n'a plus personne. Il est autour de lui le Capitaine Gordon, les Robins, tout le monde est soit mort, soit il a réussi à les faire fuir. Et donc il est seul, aigri, et la ville en fait est en passe à de nouveau des activités de gang, etc. Donc il a un petit peu l'impression que tout ce qu'il a fait n'a servi à rien. Donc il est particulièrement aigri. Et arrive comme ça le personnage d'un jeune Terry McGinnis qui a 16 ans et qui se retrouve un peu par accident au Wayne Manoir et qui enfile un espèce de nouveau costume qui était censé être le dernier costume de Bruce Wayne qui à l'époque, avant qu'il prenne sa retraite, déjà était vieillissant et n'avait plus les capacités physiques d'avant, et donc du coup il s'était fait un costume hyper high-tech qui augmente les capacités physiques, bref, qui a plein de bad gadgets. Et donc on suit cette aventure, et en fait c'est une dynamique de Batman qui est inhabituelle, où on a vraiment Bruce Wayne qui est une version très dark, très sombre de ça, l'impression qu'en fait tout l'univers des super-héros n'a fait qu'aller vers la catastrophe, que rien n'a empêché en fait que l'humanité en permanence sombre vers le mal. On a même l'impression que Joker est devenu une espèce d'icône de pop icône, avec plein de jeunes qui veulent s'habiller comme lui et tout, donc c'est assez catastrophique. Donc bon, après l'anime suit une logique d'anime américain assez classique, un épisode, un méchant, etc. Mais petit à petit en fait ils redéveloppent des choses très intéressantes sur la psyché de Batman qu'on n'a pas l'habitude de voir très clairement. Je suis pas fou de la fin, et notamment du retour de Superman sur la fin. Je vais pas vous la spoiler, donc je préfère pas. Il y a un twist que je trouve assez dommage, mais vraiment une série qui a une diffusion hyper erratique en France, donc il y a de fortes chances que vous n'ayez vu que l'image de couverture et jamais les épisodes, mais vraiment quelque chose d'intéressant, souvent assez mature, parce que déjà en fait on est plusieurs années après le succès de Batman, les nouvelles aventures de Batman, donc définitivement on sent qu'ils ont essayé de vieillir avec leur public. Donc voilà, une série qui est méconnue, et je pense à tort. Il y a vraiment des très bons moments pour ceux qui sont fans de Batman, il y a des très très bonnes histoires de Batman là-dedans, et ça mérite, si vous êtes un grand fan d'anime de Batman, de le regarder. Voilà. C'est à toi mon cher Kier pour le 4e anime. Alors, 4e anime, et ben moi je vais rester, mon cher Greg, dans l'adaptation en anime de films. Et je vais vous parler d'un anime qu'on n'avait pas encore abordé sur la chaîne, et qui, il faut le reconnaître, m'avait fait très peur au moment de la diffusion du trailer et puis des premières minutes de cet anime. C'est Jurassic World, la colo du Crétacé.
qui a vraiment été présenté comme un anime pour enfants, basé donc sur l'univers de Jurassic World. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Et si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que c'est finalement pas du tout mauvais. Alors c'est quoi la colo du Crétacé? Ça se déroule juste avant les Jurassic World. Donc alors déjà, entre petites infos, je suis un immense fan, je crois que ça se voit derrière, de Jurassic Park, et même si Jurassic World a d'énormes défauts, et puis Fallen Kingdom aussi, je suis très très attaché à cette franchise, donc du coup forcément j'ai sauté sur la colo du Crétacé. Mais Et être vraiment, un je fan vous de redis Jurassic Park ne se mesure pas au nombre de goodies qu'on achète, mais au nombre de tatouages qu'on a. Ah oui, non, mais là non. Tu vas pas me pousser à faire des tatouages de brachiosaures, le etc. petit Vélociraptor te fait coucou du doigt, comme on dit. Hein. Alors, donc je reviens sur la colo du Crétacé. C'est quoi l'histoire? En fait, donc juste avant Jurassic World, ils organisent dans le parc une colo. Donc c'est une des attractions qui est à Jurassic World qu'on ne sait pas. Hein. Et globalement c'est un immense arbre où est installé de quoi accueillir des ados. Et comme ils ont une réduction de budget, il y a que 2 personnes pour s'occuper de ces ados, alors que ce soit leur sécurité, le repas, l'accompagnement. Enfin, ils sont que 2. Ça c'est comme ça. Et en fait, ils font venir les premiers ados, donc qui sont sélectionnés, alors soit pour diverses raisons. Alors il y en a qui ont un coup de bol, il y en a qui a un père très riche, il y en a une qui est une influenceuse avec des milliards d'abonnés, etc., etc. Enfin, ça parle vraiment aux ados, on va dire du moment. Et ils arrivent sur l'île, et puis comme ça se déroule au moment des incidents de Jurassic World, bien évidemment eux ils sont au milieu de tout ça et ils vivent leurs aventures sur le parc en parallèle. Donc on va croiser bien évidemment ça a l'air hyper moche. Alors visuellement au début c'est pas facile. Au niveau de la qualité d'animation, on est vraiment sur un dessin animé, on va dire Netflix, destiné aux enfants. Sauf que le problème, c'est que c'est pas du tout adapté aux enfants. Et c'est d'ailleurs, si vous pensez, vous regardez la vidéo et vous dites tiens, ça c'est cool, je vais le montrer à mon enfant qui a 4-5 ans. Non, ne faites pas ça. La colo du Crétacé a des scènes qui sont quand même plutôt dures pour un public jeune. Des dinosaures qui sont très hostiles. Il y a des scènes qui peuvent vraiment faire peur aux plus jeunes. La direction artistique est hostile aussi. Hein. De quoi ? La direction artistique est hostile. Hein. Là, Oui, non, mais ne t'arrête pas. C'est moche, mais tu t'y fais. Comme il y a d'autres animes que j'ai trouvé très moches, mais on s'y fait, tu vois. Donc après, ça dépend ce que l'anime a à te raconter. Et là, pour le coup, tu vois, la première saison, je l'ai trouvé sympathique. Parce que ancré dans l'univers de Jurassic World, les personnages sont un peu ils sont clichés, mais ça s'efface avec le temps, et puis au bout d'un moment, les clichés, on s'y intéresse moins, etc., etc. Le truc, c'est que pour le fan de Jurassic Park, ça fait plaisir de voir les dinosaures, la musique, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais moi, je me suis toujours posé cette question sur la saison 1, c'est mais à qui s'adresse cette série? Parce que c'est une série pour enfants, mais qui est vraiment pour le coup pas adapté aux enfants. C'est pas une série pour adultes parce que ça aborde des thématiques qui franchement vont pas nous intéresser. Les ados, je suis pas sûr. Alors peut-être les fans de Jurassic Park comme moi, peut-être que ça va leur plaire. Mais tu vois, j'ai lu pas mal de critiques, etc. Et la série plaît quand même un petit peu, et puis elle trouve son public. Et il y a une deuxième partie qui a été balancée par Netflix assez vite. Il y a une troisième qui est en préparation. Et pour le coup, la deuxième était, j'ai trouvé plus réussie. L'attachement au personnage est plus fort, c'est plus naturel. L'animation n'est pas plus réussie, mais ça passe. L'histoire est intéressante. Ça commence à développer des trucs qu'on n'avait pas encore vus dans... Quoique... Oui, non, qu'on a... Bah si, en fait, on les avait déjà vus dans les précédents films. Mais ça les aborde de différentes Le jeu manières. vidéo Jurassic World est plus beau quand même. Tu parles duquel ? Le dernier, Jurassic World, le jeu vidéo, il est plus beau que ça. Le truc de construction.
Non, déjà non, mais par contre. Bah là, les oui, images non, mais qu'on si voit, tu, il si est tu plus t'arrêtes joli à quand la même. qualité Tu peux de comparer l'animation, ou Pis, ok. tu peux nous mettre une image Non mais d'accord, si tu t'arrêtes sur en la qualité ultra de sur l'animation, PC. ok, le truc est complètement pourrave. Mais après, tu peux... moi, je vais au-delà, et si vous aimez Jurassic Park, si vous aimez Jurassic World, regardez. Et il y a un truc qui est intéressant, qui a été révélé depuis au moment de la sortie de la deuxième partie, c'est que cette série qui paye pas de mine comme ça, eh ben, elle est canonique. Et alors je sais pas comment ils vont faire pour la rendre canonique. Est-ce qu'il y aura des clins d'œil à la colo du Crétacé dans le prochain film par exemple? J'ai un peu de mal à le croire. Mais en tout cas, d'après ceux qui sont aux commandes de la trilogie Jurassic World et notamment Colin Trevorrow, ce qui se passe dans la colo du Donc ça, c'est Crétacé le jeu se hein, passe qu'on est en train de réellement voir. dans l'univers Jurassic World. T'as dit quoi? Je dis ça, c'est le jeu. C'est pas normal. Oui. Non mais oui non mais ça c'est le jeu, mais c'est quand tu te mets en mode caméra avec un focus sur les dinosaures. Bah, c'est pas une raison. Et c'est pas du tout la même animation. Enfin, c'est comme si tu me montrais un Pixar et puis que tu regardais un dessin animé des années 90 et tu dis oh le Pixar est plus beau, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. Là ils ont pas le budget pour faire un truc. Bah, ils auraient pu prendre la caméra observateur du jeu alors. Oui, mais en tout cas, ce que raconte la colo du Crétacé est pas inintéressant. C'est loin d'être le meilleur anime qui soit, ça c'est indéniable. Par contre, moi qui aime bien, qui aime énormément Jurassic Park et qui aime quand même plutôt pas mal Jurassic World malgré les immenses défauts, bah la deuxième partie, je l'ai regardée d'une traite. Hein. Donc, mais voilà. Le scénario sur 5 étoiles. Par contre, Jurassic Park, oublié. Hein. Le scénario sur 5 étoiles. Mais c'est un petit anime détente. Le scénario, tu vas lui mettre 3. 3, et puis t'as le kiff de voir les dinosaures, de voir un élément qui va développer un petit peu l'univers Jurassic World. Franchement, ça coûte rien de le regarder si t'aimes Jurassic World. Ça serait même dommage de pas le regarder, tu vois. T'as des clins d'œil à Jurassic Park, t'as le T-Rex, enfin voilà, et puis... Et puis non, moi j'attends la suite avec impatience. Ok. Bon, c'est vraiment un anime passion, quoi. Un anime qui paye pas de mine, mais qui mérite pas qu'on se moque de lui pendant toute la vidéo, par exemple. J'espère que ton troisième anime est top, parce que je vais t'allumer comme un sapin de Noël. Eh bien, j'ai envie de dire, allume-le. Il est là pour que tu lui mettes des petites boules et des petites guirlandes. Donc du coup, eh bien, je vais parler puisque vous avez été très sérieux. On a été très 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 sérieux. Bon, Ker en plus a plombé l'ambiance sur le dernier anime. Donc du coup, j'ai décidé de vous parler d'une comédie. Et oui, alors Ker, si je te parle de Japon et de comédie, tout de suite, tu vas forcément me dire de quoi ça parle. Eh bien, je parle de Dumbbell. Combien tu peux soulever, qui est donc un anime sur Hibiki, la petite blonde à gauche, qui eh bien, se rend compte qu'elle aime trop manger et qu'elle a pris du poids. Et elle va donc dans une salle de sport. Et là, dans une salle de sport, c'est incroyable, les gens font de la muscu. Et le truc, c'est que de la même manière que les animes sont capables de prendre une thématique complètement débile et d'en faire un truc hilarant, et bien du coup, là, c'est exactement le sujet de Dumbbell. Le générique de fin, pour vous donner une idée, c'est des bodybuilders qui sont juste en train de chanter « Muscle, 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 muscle ». Et c'est tout. Et à la fin de chaque générique, on a quand même une petite perle avec... il vous explique comment faire un exercice, comment faire des pompes proprement. Et les 30 dernières secondes, c'est le coach de sport qui compte jusqu'à 30 pendant qu'il y a des exercices qui sont faits. Donc c'est complètement what the fuck land. Et, ça a l'air bien, dis donc. Hein. Mais ça a l'air complètement absurdement drôle. Et je trouve que c'est vraiment un truc... Je me suis dit, mais... qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Et au final, épisode après épisode, eh bien, je me suis laissé happer
C'est complètement débile. Ils sont en train de faire des calculs complètement fous sur les calories pour savoir quelle est la puissance de la protéine. Et t'as l'impression qu'ils sont nés hier d'un point de vue connaissance et culture générale. Et il se trouve qu'en plus, Hibiki est pote avec quelqu'un qui est donc forcément la chef du représentant du conseil des élèves et qui est une fan absolue de culturisme. Et donc, elle est capable de lui sortir les 100 ans de culturisme, tous les champions, tous les mouvements, et c'est vraiment réussi. Apparaîtra forcément à un moment un acteur qui est celui que tu as, qui est Murtonlod Schwarzenberg. Alors, voyez peut-être un clin d'œil à Schwarzenegger si vous le souhaitez. Et enfin bref, c'est un anime aussi débile qu'il peut être marrant. Et vraiment un petit truc détente. C'est même pas une saison de 20 épisodes, je crois que c'est une dizaine, 10-12 épisodes. C'est diffusé sur ADN, Anime Digital Network, et vraiment un truc purement débile, purement fun. Et je peux vous dire que quand vous avez regardé du ReZero et la charge émotionnelle que c'est, vous avez envie de regarder des trucs débiles, et Dumbbell, c'est exactement ce qu'il faut. Et voilà, donc n'attendez à rien de plus que la série puisse vous faire marrer de temps en temps, peut-être sourire aussi un peu. Et voilà, vraiment encore une fois, le Japon qui réussit à prendre quelque chose de complètement normal et d'en faire un truc complètement absurde. Bravo à toi Japon d'avoir fait du Japon. Eh ben, tu vois, moi, je suis gentil. Donc, je vais dire que ça a l'air sympa, ton truc. Scénario contre, sur 5, 2. Mais Alors, charge humoristique, 4. Tu as fait une erreur et je suis obligé de te corriger. ADN ne veut pas dire Anime Digital Network, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Voilà. Alors, tu n'es pas sur le même. de et préciser. si tu es allé sur le site des acides ribonucléiques et qu'ils t'ont demandé de payer un abonnement mensuel, tu t'es fait avoir, hein, mon cher Kerr. Non, mais Et si ce site te dit que pour t'abonner, il faut que tu craches dans une pipette et que tu leur envoies, encore une fois, ce n'est pas le bon site et tu ne verras aucun anime après avoir envoyé ton code génétique. Ouais. Bon ben voilà, c'était la vidéo des 5 animes. À vous de vous faire votre idée. Vous pouvez également dans les commentaires nous partager des idées d'animes. Alors vous pouvez aussi dire, enfin, ce que je veux dire, c'est ne dites pas ah, mais vous n'avez pas parlé de tel ou tel anime. On s'est limité à 5 et il y en a plein, il y en a des tonnes. On a déjà parlé de beaucoup dans d'autres vidéos et notamment les 1 minute pour convaincre. La vidéo 5 animes reviendra régulièrement. Comme d'ailleurs 5 séries à voir ou pas. Donc voilà, dites-nous un petit peu ce que vous regardez, ce que vous voulez aussi qu'on regarde et qu'on évoque sur la chaîne, et puis défendez la colo du Crétacé. Montrez à l'ami grec que c'est vachement super bien la colo du Crétacé. Mais tu sais que je le pense même pas, c'est vachement super bien. Je vais devenir un ardent défenseur de la colo du Crétacé. En fait, j'étais en train de regarder la colo du Crétacé, ils ont dit que c'était pas canon, hein. Si, c'est canon. Ils se sont excusés. Non, les producteurs se sont excusés. Non, je plaisante. Tu dis des bêtises. Non, c'est canon et du coup. Et du coup, c'est important. Vous verrez en regardant le truc. C'est important de fou dans le lore de Wonderland. Non, mais par contre, j'ai une remarque. J'ai une remarque parce qu'on l'a jamais évoqué en news. Colin Trevorrow a dit que le 3e film de Jurassic World était le dernier. Et j'y crois pas du tout. Colin, je te le dis, je sais que tu regardes la vidéo, je n'y crois pas du tout à ton truc. Bah moi j'y crois. J'ai du mal à croire qu'Universal, le box-office, c'est clair, qui lui rapporte le plus de pognon. Voilà. Bah en fait je pense que c'est la dernière Jurassic World et qu'ils vont nous faire. C'est exactement ce que je me suis dit. Après ils vont renommer le truc et ils vont refaire une trilogie. Bah en fait bon, si tu me lances sur Jurassic, je t'envoie du Crétacé moi. Le truc c'est que globalement. En fait, leur délire de dire les dinosaures sont arrivés sur le continent, il va y avoir des expérimentations hommes, dinosaures, humaines, armés, ils vont trop loin. Les gens, ils veulent voir des dinosaures qui gambadent. Ils veulent voir un stégosaure qui est en train tranquillement de brouter de l'herbe à côté de son bébé.
Enfin, le truc, c'est que moi, j'y crois pas du tout à cette version militarisée de ouf. Et puis en plus, ils nous ont expliqué qu'ils avaient retravaillé sur le scénario pour y intégrer la pandémie du Covid. C'est exactement ce qu'on a envie d'aller voir au ciné. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment une réussite totale. Le prochain, c'est très clair. Enfin, pour moi, c'est évident que c'est l'arrivée des dinosaures sur le continent, mais il y aura pas. J'ai du mal à croire qu'ils vont continuer dans les mutations de dinosaures. Il y a des artworks qui sont sortis, donc tu peux ne pas y croire. De quoi? Il y a les artworks qui sont sortis. Hein. Oui, mais c'est pas sur le 3 les artworks. C'est les artworks sur le 1 dont ils ont dit qu'ils les ont réutilisés en base. Ouais, non, ça j'ai du mal à y croire. Les fans de Jurassic Park et ceux qui ont aimé Jurassic World, et si tu regardes, on parle plus des animes, mais si tu regardes Fallen Kingdom, la scène que tout le monde retient de Fallen Kingdom, c'est le brachiosaure avec le volcan qui arrive. Eh bien, c'est le T-Rex. Dans les faits, l'Indominus ou l'Indoraptor, on s'en fout. Ce sont pas des dinosaures, on sait que s'ils n'ont pas existé, les amoureux de Jurassic Park, eux, aiment les dinosaures. Point barre. Bah ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de dinosaures qui ont une collerette et qui balancent de l'acide, comme dans Jurassic Park. Non, mais il y a énormément de trucs qui ne sont pas. Voilà. Donc on se retrouve. Les paléontologues pensent que le Triceratops n'a jamais existé, hein, que c'était une étape d'évolution dans la croissance d'un autre dinosaure qui est, je crois, le Styracosaure. Enfin, bon, bref. Pour revenir aux animes, moi, voilà, vraiment préconise c'est autorisé de grande liberté, bien sûr. Je vous préconise énormément. On sait que ce ne sont pas des vélociraptors, mais on les aime quand même. Le Re:Zero, qui est vraiment un anime qui est extrêmement surprenant. Je pense que ça parle surtout aux gens qui aiment bien déjà les animes, plus qu'aux personnes qui sont là juste pour découvrir. Qui ont moins d'habitude de regarder des animes, mais vraiment un très très gros choc, très 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 bonne série. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous à tous. Et j'ai envie de dire, combien de tatouages Jurassic Park vous avez? Vous-même, vous savez. Des bisous. À tout, ciao.